Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur La Première. Voici les titres de votre journal. La fermeture de nos frontières aux touristes, un coup de massue pour les professionnels du tourisme. 20 000 emplois salariés sont aujourd'hui menacés de disparaître. Et les entreprises licencient les unes après les autres quand certains tentent encore de garder la tête hors de l'eau. Illustration dans l'un des derniers curios ouverts de l'aéroport de Faa. Les syndicats ont-ils des propositions pour faire face à cette nouvelle récession? Patrick Gallnon, secrétaire général de la CSTPFO, est notre invité. Bonsoir, à tout de suite. Ils subissent aussi les conséquences de la crise économique, mais s'en sortent malgré tout. Ce sont les pêcheurs professionnels. Immersion au sein de la petite communauté de Haroué. Et la campagne de vaccination phase 1 se poursuit à Tevayuta. 84 seniors recensés de plus de 75 ans sont appelés à se faire piquer d'ici vendredi. Et enfin, une note d'optimisme pour terminer. Rencontre avec Tahia Kohu-Enoui, une artisane qui a de l'or dans les mains. C'est à voir dans le cœur du Fénois. Nous vous l'annoncions hier soir, les voyages touristiques à destination de la Polynésie seront suspendus à compter de mercredi. La menace est grande pour les Polynésiens, a précisé le ministre Sébastien Lecornu. Si l'un des variants venait à être détecté, nous pourrions être exposés à une explosion des cas, à une embolie complète de notre système hospitalier. Pour les professionnels du tourisme, cette annonce est une catastrophe économique. Ils ont rencontré en urgence le directeur de cabinet du haut-commissaire Brigitte Olivier et Hiro Terurutua. L'image est non seulement désolante, mais surtout inquiétante. Un fleuron de l'industrie hôtelière qui doit passer encore un cap difficile en maintenant sur place 30% de son personnel, même quand l'établissement est quasi désert. La problématique n'est pas simple et le directeur va devoir faire preuve d'imagination. Nous allons rester ouverts, nous, sur Tahiti. Maintenant, ça ne sera pas forcément ouvert toute la semaine. Je pense que je vais travailler sur une fermeture la semaine, ouverture le week-end. Et puis après, on va travailler à des périodes un peu plus précises, savoir réouvrir sur la semaine de vacances scolaires. Évidemment, bien gérer notre week-end de la Saint-Valentin. Ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est sauver un maximum de pertes. Dans les îles, par contre, de nombreux hôtels devraient fermer, mais rien n'est encore décidé. À l'issue d'une réunion qui s'est tenue ce matin, le patron de Tahiti Tourisme a confirmé que l'heure est à la concertation, alors même que tout le monde croyait à un redémarrage du secteur. Toute cette semaine, les hôteliers vont évaluer l'impact des annulations ou des reports pour décider si oui ou non ils maintiennent leur établissement ouvert ou pas. Toute évidence, on repart pratiquement à la même situation que l'année dernière, alors qu'on était bien reparti avec des très bons engagements à partir du mois d'avril. Les directeurs des différents établissements nous ont confirmé par téléphone qu'ils se donnaient quelques jours pour choisir entre la peste et le choléra, car on en est bien là. Quant aux transporteurs, ils sont aussi dans l'attente entre résignation et crispation. On me dit de garder mes charges et on m'enlève mes recettes. On compte sur l'État aujourd'hui. Clairement, il n'y a que l'État qui peut amener des solutions. Ils ont aidé Air Austral, ils ont aidé Air France, et ils ont sauvé Corsair. Corsair qui est rentré dans la crise très affaibli. Maintenant, on s'attend à ce qu'ils aident Air Tahiti Nui, il n'y a pas de raison. Ou alors il faudrait qu'ils nous expliquent pourquoi ils n'aideraient pas Air Tahiti Nui alors qu'ils ont aidé Corsair. Pourquoi pas ATN, en effet, seul ou presque avec Air France à nous relier au reste du monde. Si la compagnie fait faillite, la Polynésie tout entière tombera en complète récession. Il y a un an encore, personne n'aurait prédit que la Covid nous rendrait si fragiles. Et en 2020, 3 800 emplois salariés ont été détruits sur plus de 66 000 recensés par l'ISPF en début 2020. À l'aéroport de Faa, certaines enseignes ont déjà licencié tout leur personnel. L'un des derniers curios tente encore de résister. Grâce aux aides du pays et de l'État, il a réussi à garder ses 2 vendeuses. Mais pour combien de temps encore? Nicolas Suer et Patrick Tsintsing. Marie-Josée ouvre tous les matins, malgré les visiteurs toujours moins nombreux dans sa boutique. Avec la réduction du nombre de vols, elle est désormais employée à mi-temps. Elle ne touche même pas 50% de son salaire. Mon salaire est impacté parce que je fais quasiment à mi-temps maintenant. Donc j'ai le fixe qui est réduit de moitié, un peu rattrapé, un tout petit peu rattrapé par les aides du gouvernement, et la prime au chiffre d'affaires, bien sûr, qui est de 0.
Le patron de Marie-Josée ne veut pas fermer, mais le loyer de la boutique et les ventes quotidiennes très faibles ne permettent pas une rémunération correcte. On a peur que ça ne s'arrange pas. Le dièse est calculé, heureusement qu'il existe d'ailleurs, il est positif, mais il est calculé sur leur salaire de base. Il ne tient pas compte de deux paramètres. La prime sur le chiffre d'affaires, qui peut représenter 100% de leur salaire de base, et les heures complémentaires qui peuvent représenter jusqu'à 1/3 de plus de leur contrat. La collègue de Marie-Josée, embauchée à temps partiel, voit aujourd'hui sa rémunération réduite à une peau de chagrin. C'était déjà difficile depuis le confinement de 2019 en fin de compte. On a déjà eu beaucoup de baisses d'heures de travail, donc forcément une baisse aussi de salaire, ça va avec. Mais on avait au moins un salaire. Grâce à l'aide du territoire, on est d'accord. Il n'y aurait pas eu le dièse, nous à l'aéroport, on n'avait droit à rien. J'aurais eu des clopinettes comme salaire. Donc ça c'est sympa. Il faut que ça continue parce que sinon je ne sais pas comment nous on va s'en sortir. Pas facile avec ce maigre salaire de travailler de manière sereine. Il permet de payer le loyer et les courses alimentaires uniquement. Il y en a qui disent on travaille moins, on peut profiter pour bricoler, arranger sa maison, tout ça. Et c'est pas le cas parce que j'ai pas un centime pour ça. Pour autant, elles s'estiment chanceuses de conserver leur emploi et serrent les dents en attendant l'amélioration de la situation économique et sanitaire. Patrick Gallon, merci d'être avec nous ce soir. Les frontières se ferment tout autour de la Polynésie. Le ministre de l'Outre-mer l'a confirmé hier. C'était la seule solution, selon vous? C'est une solution qui a été très certainement réfléchie par le gouvernement de France. Et il faut savoir que pour éviter l'arrivée des mutants de ce virus, notamment celui d'Afrique du Sud, qui est très virulent, très transmissible. Alors, il faut savoir qu'en Polynésie française, dès qu'on a ouvert en juillet dernier, au mois de novembre, nous avons eu un pic extraordinaire puisque le taux d'incidence était proche de 1000. Il faut savoir qu'en Normandie, actuellement, en France, le taux d'incidence est de 250. Et déjà, là-bas, ils confinent. Ici, on ne propose pas le confinement. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Mais il était nécessaire que le ministre, le Cornu, le Premier ministre ferme les frontières parce que ça va forcément faire venir les variants chez nous. Alors j'espère en tous les cas que on ne va pas faire la même erreur que l'année dernière, c'est-à-dire se préparer pour que les fonctionnaires d'État, notamment dans l'éducation, la gendarmerie, qu'on ne fasse pas la même erreur que l'année dernière, parce que c'est eux quand même qui ont introduit malheureusement le virus. Il faut espérer qu'aujourd'hui, on prendra de meilleures décisions. Les syndicats ont rencontré donc la semaine dernière le haut-commissaire. Qu'avez-vous retenu de cette rencontre? Non, la rencontre, ce que nous avons retenu, c'est que la France, et c'est M. Le Cornu qui le dit, aura de la difficulté à nous aider. C'est pour ça qu'il était urgent de fermer pour se préserver de cette pandémie. Où en est justement l'aide de l'État aux entreprises du Fénois? Il était question de 3 millions pour les restaurateurs. Oui, je pense que M. Le Cornu, dans sa allocution, a bien dit que l'État prendrait en charge l'ensemble des coûts. Mais il faut savoir qu'en France aussi, maintenant, il commence à avoir de grandes difficultés. Donc c'est à nous aussi à réfléchir une autre manière de faire notre propre résilience. Il faut savoir que le tourisme, c'est 17% simplement de notre PIB, de notre richesse. Il faut faire en sorte que les 83 autres pourcents, c'est-à-dire la grande majorité des entreprises et des salariés, puissent sortir de cet isolement, de sortir. Il faut pas. Vous avez proposé des solutions? Je viens de vous dire qu'il faut qu'on s'oriente maintenant sur l'économie endogène. Et il peut y avoir des grands travaux, on peut développer la pêche, on peut développer l'agriculture et tout. C'est pas normal qu'en Polynésie française, on mange plus de pommes que de papayes. Hein? Donc, à un moment donné, il faut s'orienter. De toute façon, on n'a pas le choix. Si l'année dernière, on avait pris ce choix de se donner pour ligne de conduite l'économie endogène, peut-être on en serait moins impacté aujourd'hui. Mais vous savez combien va durer cette maladie-là? On ne sait pas. Peut-être 1 an, 2 ans, plusieurs années. Ce sont des choses que vous avez déjà proposées alors? Oui,
l'année dernière. Et aujourd'hui, malheureusement, on redit la même chose. Il faut faire de la résilience et essayer de trouver, à développer notre économie endogène. Alors, vous avez demandé également une caisse chômage. En France, Bien elle sûr. est financée par les cotisations salariales et les entreprises. Oui. Quand on sait que la Polynésie a perdu près de 4 000 emplois, 20 000 autres sont menacés, est-ce selon vous une bonne idée? La caisse de chômage est toujours une bonne idée. La caisse de chômage, ça permet à ceux qui ont perdu involontairement leur travail de, pendant quelques mois, essayer de se retourner pour pouvoir trouver un nouveau travail. Malheureusement, en Polynésie française, on n'a jamais pensé à mettre en place cette caisse de chômage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les travailleurs et notre population est en grand désarroi. Parce que avec qui se retourner, on n'a pas de moyens, des droits. On a simplement des aides qui viennent du territoire, des aides qui viennent de l'État. Nous, ce qu'on souhaite, le monde du travail, c'est avoir des droits. Lorsque vous perdez involontairement votre emploi, il est normal que vous puissiez... Mais ça risque de coûter encore plus cher aux entreprises et aux salariés, non? Peut-être que, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez vous en sortir, à un moment donné, il faut payer. Merci il faut payer, même dans les plus grandes difficultés. Vous savez, au sortir de la guerre, la France était en grande difficulté, toute l'Europe, on s'en est sorti. Il faut avoir le courage de se dire qu'on est dans la difficulté, mais on peut s'en sortir. Patrick Gallnon, merci beaucoup. On retiendra donc qu'il faut, selon vous, développer le secteur primaire et vous misez également sur une caisse chômage. Merci. Oui. Ils vivent au jour le jour, ce sont les pêcheurs. À Aroué, ils forment une communauté de professionnels regroupés autour de la coopérative. Nous vous proposons une immersion dans cet univers où la question de la Covid et de ses conséquences économiques interpelle. Stéphane Ratino, la Itemoure et Beliao. Lorsque tombe le soir, c'est un incessant va-et-vient sur le lagon d'Aroué. Un retour à terre pour les pêcheurs, là où déjà à quai, l'on s'interroge sur la fortune du jour. L'amant est le trésorier de la coopérative. Il gère la poissonnerie. L'arrivée des bateaux est presque comme un marché à ciel ouvert. En fonction des besoins du moment, les commandes se font directement. Ce soir-là, son attente, le thon rouge, de belles pièces ont été capturées dans l'après-midi. Combien, il y a 60 kilos là, plus? Oui, à peu près 60 kilos. Hein. Bonne soixantaine de kilos là. Non, regardez la qualité de la chair. Ah, tout ça c'est pas pareil là, la qualité là et là. Belle couleur bien rouge là. Donc adopté, tu vas ouais, là c'est ça, je prends celui-là. Tu es content de ta pêche aujourd'hui? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu nous ramènes là? On a fait 3 thons blancs je crois. Et 2 thons rouges. Bon, la coopérative va te racheter un alors? Je crois les deux. Les deux? Les deux, ouais, les deux, les rouges. La coopérative, c'est important pour toi, cette aide en tant que pêcheur? Oui, bien sûr. À Aroué, ils sont une vingtaine de pêcheurs professionnels. Chaque jour, la part d'aléatoire accompagne ces hommes. Ce week-end, la pêche a été plutôt bonne. Les thons étaient au rendez-vous. Ce lundi matin, l'activité est plutôt réduite. C'est jour de pause avant de repartir ci et là pour amener le poisson. Il y a un peu de poisson sur les DCP, un peu dans les trous à thon. Mais c'est pas tous les jours quoi. Hein. Des fois ça mord, des fois il n'y a rien. Et sinon les DCP ça mord un peu, c'est celui de Popété, celui de Aroa, donc celui qui est au large de Témin, et puis un peu celui de Maïna. Celui de Tétiaroa, occasionnellement il mord, mais sinon il y a le trou à thon aussi, les trous à thon en Tétiaroa qui mordent un peu quoi, mais pas tous les jours. Chaque jour, dans l'arrière-salle de la poissonnerie, l'amant et ses employés traitent la pêche de la veille. Une course contre la montre pour assurer la fraîcheur de la chair. La condition, savoir adapter les volumes en fonction de la demande. Ce matin, le kilo de thon est vendu aux grossistes autour de 600 francs. La fermeture des frontières pourrait avoir des conséquences sur l'activité. Il y aura moins de touristes, du coup moins de consommateurs. Et pour les personnes aussi qui travaillent dans le touristique, ils vont moins consommer, avoir pas du tout consommé, vu qu'il y aura plus de touristes. Quoi. Et je pense aux pensions, aux hôtels, tout ça, ça va être la galère pour eux. Quoi. Du coup, je pense qu'ils auront beaucoup moins de clients. Quoi. Maintenant, il va falloir compter plus sur le touriste local, on va dire. Il faut que les locaux consomment, hein, et puis il faut que ce soit, je dis, que les prix soient raisonnables. Quoi.
L'appel du large pour nourrir les hommes du Fénois, une fenêtre sur l'horizon dont le lagon d'Aroué est un point de départ dans la lumière de chaque aurore. Et parce que le service militaire adapté offre aux jeunes Polynésiens une seconde chance, sachez que demain, le colonel Christophe Soriano sera l'invité café de votre matinale radio. Le chef de corps du RSMA viendra nous parler des 60 ans du SMA et de ses formations. Également de l'actualité, à Taiarapu-Est, le maire Anthony Jamet doit revoir sa copie. Sa gestion de la commune est clairement pointée du doigt par la Chambre territoriale des comptes. Les exercices 2014-2019 révèlent une dégradation financière progressive depuis 2016 et des subventions du budget principal au budget annexe en augmentation, notamment dans les domaines de l'eau et des déchets. Le point avec Caroline Fari et Jérôme Lee. Une transparence de la gouvernance de la commune renforcée et une amélioration en termes de fiabilité des comptes, c'est ce que préconise la Chambre territoriale des comptes. La juridiction relève entre autres un blâme adressé au maire en 2017 par une dizaine d'élus au conseil municipal pour une gestion catastrophique des affaires. Une période difficile selon Anthony Jamet, en pleine négociation pour Sécosud. Nous avons eu du mal à conclure cette affaire et c'était durant la même période. Donc il y avait un jeu politique qui était monté là-dessus pour essayer de me déstabiliser, pour déstabiliser le fonctionnement de Sécosud. Autre problème, les subventions du budget principal aux budgets annexes de l'eau et des déchets, en hausse de 49% en 4 ans. La CTC recommande donc une révision de la politique tarifaire en la matière. Nous avons déjà anticipé sur l'année 2021. On a révisé la tarification de l'eau. On a révisé la tarification des ordures ménagères pour que cette année, on soit déjà dans la démarche d'amélioration. Quant au fameux projet du parc Te Aputa à Fahiti, l'opération à 647 millions de francs est aujourd'hui à l'abandon. Aujourd'hui, nous nous sommes posé la question, que va-t-on faire de ce parc-là? Nous avons décidé unanimement de vendre ce parc. Et nous avons recherché quelques acheteurs potentiels. Mais il n'est nullement question de brader, comme certains le laissent supposer, de brader ce bien qui a été obtenu. La CTC recommande à la commune de se doter d'un inventaire actualisé du patrimoine communal. Pour ce faire, le maire fera appel à un cabinet d'expertise indépendant. Un Tavana aujourd'hui conforté dans sa majorité qui mise à présent sur la future communauté de communes pour réaliser sa feuille de route. Et en attendant donc que le bilan épidémiologique en Polynésie recense un nouveau décès depuis vendredi, la Polynésie compte donc 132 morts. Le nombre de cas supplémentaires se stabilise, 41 ces dernières 72 heures, tandis que le nombre d'hospitalisations a légèrement augmenté, 27, dont 14 en réanimation. Et à ce jour, 2133 personnes ont reçu leur première dose de vaccin. Et cette phase 1 de la campagne de vaccination se poursuit dans la commune de Tevayuta, où le gymnase a été transformé en centre éphémère pour accueillir les seniors de plus de 75 ans, mais pas seulement. Sur place, Sandroli et Hervé Marza. 84 matahiapos ont été recensés dans la commune de Tevayuta. À midi déjà, la moitié s'est fait piquer en ce premier jour de vaccination. Ce couple est venu ensemble avec des questions bien précises. Ok, je vous expliquerai un petit peu à quoi ça sert la vaccination et les éventuels effets secondaires. D'accord? Si vous avez des questions, ce sera le moment aussi de me les poser. D'accord? Je m'inquiète pour ma maladie parce que je viens juste de revenir de l'hôpital. C'est pour mon oreille, l'otite. C'est pour ça que j'ai demandé est-ce que ça va aller avec ça. Ton traitement? Voilà. Hein? Ça s'est bien passé. Rassuré? Rassuré. Malgré son grand âge, Philomène ne craint pas la piqûre. J'ai rien senti. Ouais, c'est bien. Piqûre de fourmi? Ah oui. Les personnes qu'on a vues aujourd'hui, en fait, étaient informées. En fait, le médecin leur explique lors de la consultation les effets secondaires de la vaccination, mais ils sont déjà au fait et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de crainte vraiment. Le personnel médical, qui est toujours en contact avec la population, est invité aussi à se faire vacciner pour éviter tout risque de contamination. Même pas peur? Ça va? Rien du tout. Même pas. Et pour toi, c'était vraiment utile? Écoute, je ne me suis pas posé la question. Je dis oui, il faut faire confiance à la médecine. Donc voilà, je suis là.
Le quota des 43 doses pour cette journée est atteint. D'autres personnes sont attendues jusqu'au 4 février. Ces mêmes personnes reviendront dans 21 jours pour se voir administrer la deuxième dose qui permettra de rendre le vaccin plus efficace. Et puis cette triste nouvelle, le départ de l'un de nos anciens collaborateurs, Maurice Pambrin, dit Coco, nous a quittés à l'âge de 89 ans, ancien preneur de son de Radio Tahiti puis de l'ORTF. Il a été inhumé au cimetière de l'Uranie ce lundi en fin de matinée. Sa famille, ses proches sont venus saluer une dernière fois sa mémoire et nous avons une pensée particulière pour son épouse et son fils, notre confrère Teva Pambrin, à qui nous adressons nos plus sincères condoléances. Faiteto. Pour clore ce journal, on vous propose un voyage des senteurs. Tahia Kohu-Eitini nous dévoile le Umuhei. Ce bouquet odorant et sensuel était l'accessoire de séduction des marquisiennes, mais Tahia l'a décliné sous forme de produits de beauté. Kalen Liénard et Christian Dezo. Le Umuhei, bouquet au parfum enivrant, typique des marquises. Tahia a grandi avec ses plantes odorantes, mélange de tiare, de miri, d'avaro, de putara, de pitate et bien d'autres. La touche finale du Umuhei, ses yeux d'ananas saupoudrés de santal. Au temps de nos anciens, les femmes portaient ce petit bouquet dans les cheveux. Donc c'était leur parfum naturel, composé de plusieurs petites plantes que l'on trouve principalement dans le jardin à portée de main. Avec l'aide de son mari, Tahia confectionne ses bouquets. Un savoir-faire précieux transmis par sa grand-mère. Et ce sont les odeurs du Umuhei qui l'ont inspirée pour créer son entreprise. C'est un ensemble de produits qui vient de ma famille, donc des marquises. Ici, par exemple, nous avons du miel, de la poudre de santal et du moneuil. Donc avec ces trois produits, vous avez la possibilité de créer des soins de visage, toujours en lien avec le Umuhei. À travers ces produits, Tahia souhaite que les gens voyagent aux marquises et découvrent leurs senteurs. Elle y parvient en valorisant la production familiale. Voilà, et d'autres produits culturels marquisiens sont à découvrir au marché Art et Culture du Centre Weimar jusqu'à samedi. C'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. La fermeture, bien sûr, de nos frontières aux touristes est un coup de massue pour les professionnels du tourisme et l'ensemble des entreprises. 20 000 emplois salariés sont aujourd'hui menacés de disparaître. Retrouvez à la une de votre presse écrite la dépêche donc qui titre « Malardé apte à dépister le variant anglais ». Tahiti Info, les compagnies volent à vue. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures vos infos radio, à suivre votre magazine Bleu Océan, suivi de votre émission Patitifa. Belle nuit sur la première, à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet